Côté d'Argentan et j'ai passé une journée qui m'a beaucoup marqué. Vous m'avez parlé de votre père, d'ailleurs vous en parlez très bien dans le début de ce livre, parce qu'on ne peut pas parler de votre itinéraire sans parler de votre père, qui était ouvrier agricole. C'est l'homme qui a marqué votre vie, votre jeune vie. Oui, je ne le savais pas à l'époque, mais c'est un petit peu plus tard qu'on le découvre. C'est-à-dire mon père donnait des leçons sans donner des leçons. Il était exemplaire, donc il m'enseignait les étoiles, il m'enseignait les anguilles dans la Dive, la petite rivière qui coule dans mon village. Et il ne me donnait pas des cours sur le temps ou sur l'espace, parce que ça aurait été un peu pénible de le faire dans cet esprit-là. Mais en me racontant que la lumière des étoiles était partie il y a très longtemps et qu'elles arrivaient juste à l'instant, ou que les anguilles du village, elles venaient de la mer des Sargasses à 6000 km. Il faisait des leçons de philosophie, je ne le savais pas. D'ailleurs, pour ses 80 ans, vous lui avez demandé qu'est-ce que tu veux comme cadeau. Il a dit j'aimerais aller au pôle Nord. Il avait sans doute entendu parler de Paul-Émile Victor et il part au pôle Nord avec vous. Oui, il ne désirait rien du tout, il n'avait pas d'envie, donc il était très riche. On est riche quand on ne désire plus qu'on ne peut avoir, et il n'avait pas d'envie. Un costume du dimanche, un costume de travail, et on ne pouvait pas lui faire de cadeaux. Il ne fumait pas, il ne buvait pas, il ne lisait pas, il n'écoutait pas de musique. Et il avait, à 8 ans, pour planter des pommes de terre ensemble dans un champ. Il y avait un avion qui passait, je lui ai dit, si un jour tu devais partir quelque part, où irais-tu? Il m'avait répondu au pôle Nord. Des années après, pour ses 80 ans, je lui ai dit, si tu veux, je t'y emmène. Et on y a passé une semaine. Vous dites, je suis un fils de pauvre. Et comme tous les enfants de pauvres, j'ai toujours eu peur d'être illégitime. Et je crois que tout votre itinéraire part de cette phrase-là. À 15 ans, vous qui n'avez pas du tout grandi dans un milieu d'intellectuels, vous avez le déclic. Qu'est-ce que vous lisez à 15 ans qui va faire de vous plus tard un philosophe? Quel est l'élément déclencheur? Je me trouve dans un orphelinat avec des prêtres salésiens à 10 ans. Car vous avez été à l'orphelinat, voilà. il faut le préciser. Et déjà, c'est la passion du livre. C'est-à-dire le livre me sort de cet endroit terrible. Et les livres, d'un seul coup, je les ouvrais et je me retrouvais avec Pêcheurs d'Islande, j'étais en pleine mer, avec les Terre-Neuve ou avec Hemingway, j'étais en plein milieu de l'océan. Et j'ai découvert la formidable puissance du roman à cette époque-là, à 10-12 ans. Et après la philosophie, à 14-15 ans, quand j'arrive à Argentan, au lycée, il y a une dame qui, sur le marché, vend des livres d'occasion pas chers du tout. Et là, je lis tout. Des poètes, Baudelaire, Rimbaud, etc. Mais aussi de la psychanalyse, Nietzsche, Marx, Freud, etc. quoi. Et vous allez avoir envie d'enseigner? Oui, alors ça, je ne le sais pas a priori, parce qu'à l'époque, me sentant illégitime, je me sens toujours illégitime, je voulais être chauffeur de train. Donc je suis allé à la gare d'Argentan, et on m'a dit passe ton bac d'abord, fais ton service militaire. De Paris-Grandville, en ville de Paris. Voilà. Et en fait, je me suis dit, bon, je vais à la fac en attendant, et là j'ai eu un coup de foudre avec mon vieux maître, Lucien Gerfagnon. Là j'ai 17 ans, je rentre à la fac, et je me dis, la philo, c'est vraiment fait pour moi, et ça me change la vie. Et vous avez envie de transmettre? Oui. Parce que je me dis, moi j'ai eu de la chance d'avoir dans ma vie des gens qui m'ont tendu la main. Le coiffeur de mon village, Pierre Billot, qui était résistant à 17 ans, déporté, qui me fait découvrir dans son échoppe la résistance, la Shoah, etc. Gerfagnon, un petit peu plus tard, mon père dans mon enfance. Et je me suis dit, j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui m'ont donné, et maintenant, ça crée des obligations, je dois rendre et restituer. Alors, Cosmos, c'est le premier tome d'une œuvre qui commence. Vous avez pourtant écrit 80 livres, je crois, et vous dites, j'ai l'impression que c'est mon premier. Oui. C'est le début d'une œuvre, parce que c'est 600 pages, et il y en a 2 autres qui vont arriver. Oui, Décadence et Sagesse pour les 2 suivants. Mais on le sait après ça. C'est-à-dire que quand on a fini ce livre-là, d'abord, j'ai perdu ma compagne aussi, donc il y a 19 mois. Donc je veux dire, quand on a perdu son père, c'est un peu normal, 88 ans, il est mort dans mes bras, en parlant des étoiles. Tout ça a été dans l'ordre des choses. Ma compagne, 13 années de cancer, après 37 ans de vie commune, c'est aussi une autre épreuve. Vous dites, si je n'avais pas eu la philosophie, je n'aurais pas survécu à ce deuil. Oui, sûrement. Je pense qu'on a juste envie, dans un moment comme ça, de s'en aller aussi, en se disant, ça va, j'ai mené une existence qui m'a permis de faire des choses assez étonnantes, vu le milieu dont je proviens. Et je me suis dit à ce moment-là, je me suis franchement posé la question de rester ou pas rester. Et puis quand on passe pas à l'acte dans la foulée, les jours s'ajoutent aux jours et on continue à vivre. Alors, on sent visiblement que dans les milieux autorisés, comme disait Coluche, vous n'êtes pas vraiment reçu à bras ouverts. Pourquoi? D'abord, je dis que je suis un fils de pauvre, je dis qu'on oublie les pauvres, je dis que la philosophie, habituellement, elle n'est pas faite par des gens qui procèdent de ces milieux-là. La plupart du temps, la philosophie, elle n'est pas faite pour le peuple. Un jour, Solers avait voulu m'insulter en disant que j'étais le tribun de la plèbe. Il m'a fait un cadeau extraordinaire en me disant ça. Et moi, je l'aime, la plèbe. J'en viens, je la connais. Ouais. Le peuple, je l'aime, je sais qui il est. Mon frère est toujours dans une carrière à s'occuper du matériel. Ma belle-sœur est cantinière. Enfin, ma mère était femme de ménage. Le peuple, je l'aime, je sais ce que... moi, je vous ai vu. Je suis allé vous voir il y a quelques jours dans votre petit village. Je vous ai vu dans votre petite maison dans le village. Vous traversez le village. On vous appelle Michel, etc. J'ai pas vu beaucoup d'intellectuels autour de vous, d'ailleurs.
Non, mais c'est très bien. Moi, j'ai pas envie d'être adoubé par des intellectuels. C'est un monde qui n'est pas le mien. Il y a une France d'en bas qu'on oublie pour tout. On l'oublie aussi pour la culture. Donc, ça me permet effectivement d'inviter des personnes comme vous, de nouveaux amis peut-être, en disant venez voir. Il faut que vous alliez un jour voir ce que organise dans son village Michel Onfray. Alors, parlez-moi, parce que ça c'est fascinant, de votre université populaire de Caen. Il y a 1000 personnes, des gens qui ne sont pas forcément cultivés, qui viennent de tous les horizons. Qu'est-ce que vous leur racontez? Ça, c'était en 2002, quand Le Pen est arrivé au second tour des présidentielles et que les intellectuels qui ont renoncé à s'occuper du peuple depuis des années ont considéré que le fascisme ne passera pas et que, etc. Bon, je pensais qu'il y avait autre chose à faire que d'appeler à voter Chirac. On pouvait le faire, mais moi je me suis dit, il y a une rupture entre le peuple, le savoir, la culture. Et j'ai envie de faire ce que je peux faire, c'est-à-dire donner, transmettre. Je crée une université populaire, comme il y en a eu à l'époque de l'affaire Dreyfus, fin du 19e siècle, quand on pensait, justement, des gens qu'on a oubliés, Georges de Herme par exemple, quand on pensait que l'antisémitisme n'existait que parce que les gens ne pensaient pas bien, pas dans le sens moral du terme, mais leur raisonnement était fautif. Et apprendre à penser, apprendre à raisonner, ça ne se fait jamais, même dans les cours de philo. Donc je me suis dit, je crée une université populaire avec quelques amis. J'ai démissionné d'Éducation nationale, j'ai renoncé à mon salaire. Et on est bénévole dans cette aventure. Et je fais depuis 13 ans un cours devant 1000 personnes. Maintenant, on a 1000 personnes. Et j'ai appelé ça une contre-histoire de la philosophie. C'est-à-dire, je propose aux gens une philosophie qui n'est pas compliquée, tordue, une philosophie pour philosophes, mais une philosophie qui leur permet de vivre autrement. Vivre, vieillir, souffrir. Vous parliez de l'amitié tout à l'heure. On peut penser l'amitié en philosophe. Et l'université populaire, c'est ça. Mais je ne suis pas seul. On dit souvent, Michel Onfray, l'université populaire, mais on est une quinzaine d'amis. On y enseigne la psychologie, la psychanalyse, les beaux-arts, le cinéma, l'architecture, etc. Alors, vous interrogez également sur l'art contemporain, la poésie, la musique, la peinture. Et vous dites justement, en parlant de l'art, que dans votre famille où l'argent manquait, l'art n'existait pas. Quand on a du mal à acheter de la viande parce qu'on n'a pas d'argent, on ne va pas au cinéma, on ne va pas au théâtre, on ne va pas à l'opéra, on ne prend pas de vacances, on vivait à 4 dans 17 mètres carrés. Et de fait, la culture, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Donc quand la culture me sauve, moi j'ai envie justement de dire à d'autres, à qui on ne la propose pas, elle peut aussi vous sauver. Alors une des dernières phrases de votre livre, cessez de vivre hors du monde. Ça, je pense que les politiques ont bien compris, non? Pas seulement les politiques, pas encore. C'est la religion aussi qui nous invite à vivre en dehors du monde. Et puis, il y a la dénégation aujourd'hui. Le réel n'a pas eu lieu, quoi. Il y a plein de moments où on nous dit ce que vous voyez, c'est faux. Il faut plutôt imaginer que le réel, il est ailleurs. Et je pense qu'on est en plein délire sur le réel. Donc, j'invite à ce que nous retrouvions le réel. Et puis, des évidences, quoi. On va mourir, c'est bientôt, ça dure pas longtemps, la vie est courte. On peut réussir sa vie, on peut la rater aussi. Alors, votre père a joué un rôle considérable, je lis, dans votre vie. Il a eu le temps de lire vos livres. Il vous a quitté quand, votre papa? Il y a 5 ans. Donc il a vu votre réussite, entre guillemets. Oui, oui. Il était heureux? Comment il a décrypté? Non, il n'était pas du genre à dire c'est bien, ni à dire c'est mal. Si, plutôt, quand ça pouvait ne pas aller, il pouvait faire une remarque. Mais non, on ne disait pas ce qu'il fallait. Non. Il est venu à mon cours une fois. Et il y a 1000 personnes, bon, c'est quand même pendant 2 heures, il y a une espèce de densité. À moi, il n'a rien dit, il a dit juste à mon frère, faut voir ça. Faut voir ça. Gérard et Daniel, je vous vois très attentifs et silencieux. Oui. Un commentaire sur ce parcours, cet itinéraire? Oui, c'est-à-dire que effectivement, ça fait écho à nos vies, peut-être. En tout cas, je suis issu des familles modestes et je trouve qu'il y a une filiation entre vos deux papas et le sien. Oui, c'est-à-dire que l'accès au livre, à la parole, les études, voilà. Mais encore, faut-il avoir un don, et vous l'aviez, pour pouvoir recevoir cet enseignement de la philosophie. Bon, nous, c'était l'art dramatique, c'est ça qui nous a aidés. J'ai découvert la littérature par le théâtre, mais c'est vrai que moi, mes parents m'ont enseigné quelque chose de très fort, qui est l'amour, voilà. Ils m'ont aimé, et je restitue ça. Et à travers ça, effectivement, quand ma mère est partie, il y avait plein de livres, c'était pour Dany, à lire plus tard. Et il y avait les grands auteurs. Son père était chanteur à l'Opéra d'Alger, chanteur d'opéra. Alors, les parents, que j'ai bien connus, papa Gérard, étaient assez éloignés de ton métier. Hein. Très, très éloignés. Ton père l'a mal pris quand tu lui as dit que tu allais faire le clown. Oui, et puis il n'y avait pas de langage, quoi. Ouais. On ne parlait pas. Enfin, c'est-à-dire que dès qu'on parlait un peu, c'était tu me saoules. Il n'y avait pas de langage, quoi. Quand on n'a pas de langage,
c'est ce qui se passe même dans une certaine jeunesse. Quand il n'y a pas de langage, ben on tape. Ben, ça passe par la nourriture, c'est très affectif. Oui, je disais toujours, mes parents ne m'ont pas fait découvrir Mozart ni Molière, mais le cholestérol. Et donc, Michel Onfray, Cosmos, vers une sagesse sans morale. L'étude de l'être, c'est Flammarion. J'ai 2 livres pour vous. C'est pour ça qu'on n'a pas ouvert la bouche. Mais moi, je suis toujours très, très, très fasciné par les gens qui ont un langage comme ça, clair, accessible, compréhensible. Ah oui. On écoute ça, on a tout compris, sauf que je vais rentrer chez moi, je vais essayer de répéter ce qu'il a dit et je vais me planter parce que moi, j'aurais pas tout compris. Je vous aurais vu comme professeur de français ou professeur de philo, j'aurais peut-être fait les études. J'ai 2 livres pour vous. Marianne Chaillan, La playlist des philosophes. Professeur de philo, elle a analysé une centaine de chansons d'un point de vue philosophique. On apprend que Stromae serait dans la lignée de Nietzsche, que Natacha Saint-Pierre freudienne, que Souchon relève d'Heidegger, Aznavour serait plutôt stoïcien. Ça, c'est pour vous. Bon, ça, c'est original, hein. Et puis ça, c'est Raphaël Endeven et Adèle Von Riet, le snobisme. Le snobisme est-il finalement un esclavage ou un divertissement? Et si le snob était un clown triste? Ça, je suis sûr que ça va vous intéresser. Absolument, merci. Maintenant, on va accueillir quelqu'un qui est une amie de la famille, on peut dire ça. Je crois que vous la connaissez. C'est Josiane Balasco. Alors, Josiane Balasco est sur scène depuis quelques jours. J'ai voulu que vous restiez, ensuite je vais vous libérer, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la pièce qu'elle a écrite, Un grand moment de solitude, elle est une psychothérapeute, une psy. Et vous, ce que vous avez écrit sur les psys, vous n'y êtes pas allé de main morte. Hein. C'est vrai que la psychanalyse de Freud, pour vous, c'est une farce. Hein. Bah oui, Freud a quand même beaucoup menti, il a inventé des cas, il a raconté des cas de guérison qui n'ont jamais eu lieu. Il aimait l'argent. Il aimait l'argent, il a travaillé avec les nazis pour que la psychanalyse puisse continuer à exister, il a menti sur pas mal de sujets, il ne soignait pas les pauvres parce qu'il estimait qu'il y avait un bénéfice à la maladie, et il laissait les pauvres aux psychanalystes de gauche, etc. etc. Pas très sympathique. On va accueillir Josiane qui va nous parler de tout ça. Josiane Balasco. Sans donner des leçons. Il était exemplaire, donc il m'enseignait les étoiles, il m'enseignait les anguilles dans la Dive, la petite rivière qui coule dans mon village. Et il ne me donnait pas des cours sur le temps ou sur l'espace, parce que ça aurait été un peu pénible de le faire dans cet esprit-là. Mais en me racontant que la lumière des étoiles était partie il y a très longtemps et qu'elles arrivaient juste à l'instant, ou que les anguilles, je t'y emmène. Et on y a passé une semaine. Vous dites, je suis un fils de pauvre. Et comme tous les enfants de pauvres, j'ai toujours eu peur d'être illégitime. Et je crois que tout votre itinéraire part de cette phrase-là. À 15 ans, vous qui n'avez pas du tout grandi dans un milieu d'intellectuels, vous avez le déclic. Qu'est-ce que vous lisez à 15 ans qui va faire de vous plus côté d'Argentan? Et j'ai passé une journée qui m'a beaucoup marqué. Vous m'avez parlé de votre père, d'ailleurs vous en parlez très bien dans le début de ce livre, parce qu'on ne peut pas parler de votre itinéraire sans parler de votre père, qui était ouvrier agricole. C'est l'homme qui a marqué votre vie, votre jeune vie. Oui, je ne le savais pas à l'époque, mais c'est un petit peu plus tard qu'on le découvre. C'est-à-dire mon père donnait des leçons, c'est riche quand on ne désire plus qu'on ne peut avoir, et il n'avait pas d'envie. Un costume du dimanche, un costume de travail, et on ne pouvait pas lui faire de cadeaux. Il ne fumait pas, il ne buvait pas, il ne lisait pas, il n'écoutait pas de musique. Et il avait, à 8 ans, planté des pommes de terre ensemble dans un champ. Il y avait un avion qui passait, je lui ai dit, si un jour tu devais partir quelque part, où irais-tu? Il m'avait répondu au pôle Nord. Des années après, pour ses 80 ans, je lui ai dit, si tu veux, du village, elles venaient de la mer des Sargasses à 6000 km. Il faisait des leçons de philosophie, je ne le savais pas. D'ailleurs, pour ses 80 ans, vous lui avez demandé qu'est-ce que tu veux comme cadeau. Il a dit, j'aimerais aller au pôle Nord. Il avait sans doute entendu parler de Paul-Émile Victor, et il part au pôle Nord avec vous. Oui, il ne désirait rien du tout, il n'avait pas d'envie, donc il était très riche.